Aujourd'hui, lundi 15 juin, c'est donc une journée consacrée à la sensibilisation des personnes âgées. C'est surtout pour parler, c'est surtout la journée mondiale de sensibilisation de la maltraitance des personnes âgées. Selon l'OMS, la maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété ou en l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Ce type de violence constitue une violation des droits de l'homme et recouvre donc les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales, les violences matérielles et financières, l'abandon, la négligence, l'atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect. Si en Europe, c'est bien plus une réalité, on se pose la question avec le RIFA et le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie avec Dave Marifal et tous nos invités qui sont donc des seniors de différents pays d'Afrique de l'Ouest notamment. Et donc, nous allons nous poser cette question en toute franchise aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet tabou en Afrique, la maltraitance des aînés? Est-ce un sujet tabou? Dave Marifal, bonjour, merci d'être encore avec Africa Mundo pour participer, animer cette discussion qui, somme toute, est une réalité. Est-ce que nous pouvons parler en toute franchise de ce phénomène qui est constaté, qui est avéré en Europe, qui est avéré donc en Occident? Est-ce une réalité en Afrique? Est-ce que les aînés sont maltraités? Les gens que nous avons contactés nous ont dit qu'ils tombent des nues qu'on se pose cette question parce que pour eux, ça n'existe pas en Afrique. Des Marifal, bonjour. Bonjour Mélina et merci à Africa Mundo de donner son soutien et surtout que à l'heure actuelle ce partenariat Africa Mundo, RIFA et collectif nous donne l'occasion de montrer combien l'intergénérationnel est important dans ce que nous faisons et comment c'est important pour aussi le succès pour nos sociétés. Bien entendu, très souvent, les personnes disent oh non, en Afrique, c'est pas possible qu'il existe de la maltraitance pour les aînés parce que c'est un continent où les personnes âgées sont respectées, sont choyées, sont dorlotées par la famille. C'est vrai que ça a été, mais progressivement, nous nous rendons compte qu'à force de mimer et d'imiter l'Occident, nous nous mettons dans des situations où effectivement, les personnes âgées sont marginalisées, mises de côté et deviennent un poids pour leur famille plus qu'une richesse. Évidemment, avec la pandémie du Covid, nous nous rendons compte que ça met à nu un certain nombre de choses que l'on voulait garder sous le tapis. Et de l'Occident à l'Orient en passant par l'Afrique, nous nous rendons compte que même si c'est un tabou parce qu'on ne veut pas montrer que nous ne nous occupons pas de nos parents ou de nos grands-parents, c'est une réalité et une très dure réalité qu'il faut nommer et essayer de trouver des solutions. Et la raison pour laquelle nous avons très peu de variété dans ce que nous faisons, c'est parce que beaucoup, effectivement, ne veulent pas apparaître. Moi, on m'a donné 2 cas venant du Maghreb, mais les personnes ne veulent pas que je donne des noms, etc. Donc, je dirais simplement ces 2 cas-là sans donner ni de nom, ni de situation, mais en disant que c'est au Maghreb que ça se passe. Une réalité qui est peu connue, vous l'avez un peu dit, Marie. On estime qu'une personne âgée sur 10 est confrontée chaque mois à la maltraitance, mais l'OMS stipule malgré tout que c'est sans doute une sous-estimation. Seulement un cas de maltraitance sur 24 étant notifié. Parce que de signaler les cas de mauvais traitement à la famille, aux amis ou aux autorités. Par conséquent, il est probable que les taux de prévalence soient sous-estimés, bien que les données rigoureuses soient limitées. Une étude a fourni des estimations de la prévalence pour les types les plus courants de maltraitance dans les pays
à revenus élevés ou intermédiaires. Donc, en fait, ce qu'on peut voir souvent, c'est l'abus financier, les violences psychologiques, la négligence, les violences physiques, même violences sexuelles, donc sur les personnes âgées. Donc, on va étayer cela un petit peu. On va peut-être aborder aussi même cette question des aînés sorciers qui sont mis à part dans des villages. Vraiment, est-ce que là aussi, c'est pas une forme de violence? Parlons de ces choses concrètes, des choses qui n'épargnent pas, des phénomènes qui n'épargnent pas le continent africain, bien évidemment. La parole, donc, on va la laisser à monsieur, à monsieur Ismaïla Gueye, si je ne me trompe pas, ou madame Béatrice Damiba. Prenez donc la parole pour évoquer cette problématique qui nous semble importante. Est-ce que c'est une question qui vous choque? Maltraitance des aînés en Afrique, sachant qu'il y a du respect, oui, ça se dit, mais est-ce que c'est dans les faits, comment ça se traduit? Et voyons ensemble quelles sont les réalités du continent africain avec donc les aînés, sachant qu'il n'y a pas vraiment de retraite, de pension. Comment les aînés vivent en Afrique aujourd'hui? Vous avez la parole. On va donc à Dakar. Je suis Ismaël Gueye, ancien secrétaire général de l'IPRES, Institution de prévoyance retraite du Sénégal. Actuellement, je suis consultant en protection sociale. Je constate que c'est un sujet très intéressant, qui pour moi n'est pas un tabou, mais c'est simplement un problème de société qu'il faut poser. Et que nous avons par expérience, nous, au niveau de l'IPRES, quand des remontées que j'avais eues par rapport au mode de paiement que nous appliquons, c'est-à-dire le paiement à domicile pour certaines personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, on nous remontait souvent le problème de la prise en charge des personnes âgées dans leur environnement familial. Très négligé, pas très bien géré, avec beaucoup de problèmes. Je ne parlerai pas de violence physique parce que j'en ai pas la preuve, mais les remontées qu'on avait, c'est que les personnes du troisième âge qui étaient dans leur famille n'étaient pas bien prises en charge. Et ça posait problème et que je pense que aujourd'hui, il faut que nous nous préoccupions de cette problématique et de voir comment permettre à cette maltraitance-là d'être objectivement prise en charge et de veiller à ce que ces personnes du troisième âge soient dans un environnement social, familial, où elles seraient vraiment bien prises en charge. Parce que quand même, c'est des personnes qui ont fait leur vie et qui ont travaillé toute leur vie au service non seulement de leur famille, mais de leur pays, et qu'elles méritent du respect, elles méritent de la considération, et que nous avons constaté qu'aujourd'hui, la retraite, particulièrement au Sénégal, est considérée comme une déconsidération sociale, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, brièvement, voilà un peu mon premier point de vue, et pour ne pas trop occuper la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce propos introductif où ce que nous constatons à travers vos propos, c'est plutôt en termes de répartition par rapport aux retraites. Et on parlera d'ailleurs du montant de ces retraites, même si évidemment les traitements de salaire sont vraiment, les traitements de pension plutôt de retraite sont vraiment très différents d'un pays à l'autre. Madame Béatrice Damiba, vous êtes connectée avec nous depuis quel pays et quel est votre regard justement sur ce qu'on peut appeler la maltraitance des aînés? Est-ce que c'est quelque chose qui touche le continent ou on est hors sujet? Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Voilà, comme ça. Parfait, voilà. Voilà. Depuis Ouagadougou, moi je suis à la retraite. Je suis membre du RIFA, Burkina Faso, dont je suis la chargée de communication. Je suis une ancienne journaliste. J'ai dirigé le Conseil supérieur de la communication, régulation des médias et occupé un certain nombre de hautes fonctions au Burkina. Alors, c'est un sujet effectivement très intéressant qui semble entre griffes un peu à la mode.
Mais je voudrais dire qu'il faut, je vois la question sous deux angles. Monsieur qui a parlé avant moi, je crois, Monsieur Gay, a mis l'accent surtout sur les cas des retraités en ville notamment. Moi, je pense qu'il faut distinguer les personnes âgées en zone rurale. Et au Burkina Faso, justement, il n'est pas rare que des personnes âgées, surtout les femmes, d'ailleurs, les femmes, c'est même pas surtout, c'est les femmes qui sont accusées de sorcellerie, etc., qui sont expulsées de leur village et qui retrouvent refuge dans des centres d'accueil en ville, chez les prêtres, etc., ou des associations qui leur viennent en aide. Bon, ils vivent maintenant grâce à des dons, à une prise en charge, disons, collective ou communautaire. Ça, c'est le cas. Bon, qui va en direct dans le sujet. C'est vraiment une maltraitance parce que quand on les attrape, on les frappe, il y a des violences et elles doivent vraiment s'enfuir pour s'en éloigner. Est-ce que c'est courant Par contre, oui? Est-ce que c'est courant au Burkina? C'est encore courant, surtout dans certaines régions. Dans certaines régions sur le plateau central, le plateau Mossi, c'est encore assez courant. Et à Ouagadougou, il y a des centres qui accueillent ces personnes âgées-là, bon, qui essaient de s'en occuper et vraiment ils vivent de bienfaisance. Il n'est pas rare que des ONG, des associations, des personnes individuelles aillent leur donner des vivres, du savon, de l'huile. Voilà, ces personnes-là vivent grâce à ça. Mais on lutte contre ces pratiques qui sont des pratiques bon, traditionnelles, vraiment négatives. Mais vraiment, on se bat pour ça. Et j'espère bien que, bon, je pense que ça diminue un petit peu. Maintenant, quand on regarde en ville, bon, moi, je pense que le problème se pose différemment. Je vois qu'au contraire, il y a généralement des prises en charge des personnes âgées au sein des familles. Il y a des familles même qui font venir leurs parents du village pour vivre chez eux pour la fin de leur jour ou quand ils sont un peu malades et qui s'en occupent. Donc, je pense que bon, c'est un exemple même. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur notre plateforme il y a quelques jours qu'un Français qui était venu en Afrique a vu que bon, vraiment les familles prenaient soin de leurs personnes âgées. Il est retourné, il a fait sortir sa maman ou son papa, je ne sais plus, d'un centre, d'un foyer d'accueil des personnes âgées. Donc, je pense quand même qu'on peut continuer de s'inspirer de cette pratique qui consiste à prendre soin de ses parents, de son papa, de sa maman, pour lui donner une fin de vie assez heureuse au sein, entouré de ses petits-enfants et tout ça. Ça existe encore et je connais énormément de cas. Il y a certains cas même où on paye carrément les services d'une infirmière ou d'un agent de l'action sociale pour être là en permanence auprès de la personne pour s'en occuper quand la personne est, par exemple, invalide. Donc, je pense que le problème, il faut le voir quand même sous deux angles. Et pour ma part, l'Afrique, enfin, le cas du Burkina en tout cas, peut encore continuer d'inspirer d'une certaine façon la prise en charge des personnes quoi, au sein des familles. C'est bon? Très bien, merci beaucoup. Donc, oui, très bien, merci beaucoup pour cette première intervention. Avant de laisser la parole à monsieur Diop au Sénégal, il faut rappeler quand même que les zones, les disparités sont grandes hein, en Afrique. Les habitants d'Afrique du Nord, par exemple, peuvent espérer atteindre désormais 71 ans, tandis que l'espérance de vie est de 54 ans, presque 55 ans en moyenne en Afrique de l'Ouest, et reste inférieure à 60 ans en Afrique centrale ou australe. C'est quand même par rapport au système de santé, au système de soins, des questions qu'on peut se poser par rapport à l'espérance de vie des Africains et particulièrement des aînés. En quoi ça vous interpelle, Monsieur Diop? Alors, je vais activer votre micro. Attendez, on ne vous entend pas encore.
Voilà. Je crois que c'est bon maintenant. Bonjour, Madame Fall, Madame Seymour, hein, Belinda, et Monsieur Gay et tous ceux qui participent à cet échange que nous initions aujourd'hui. Je pense que c'est très important, ça va nous permettre peut-être de découvrir des expériences, de partager des idées. Moi, je vois un peu le problème à différents niveaux. Si je parle un peu de la prise en charge des personnes, en tout cas du troisième âge à l'issue de leur carrière, j'ai fait un constat qui un peu, en tout cas, met en cause dans une certaine mesure les pouvoirs publics. Parce qu'en Afrique, ce que je constate, surtout au Sénégal, c'est bon? Je peux continuer? Je peux continuer? Il m'a semblé. Oui. Je dis que mon intervention se situe à différents niveaux. D'abord, au niveau des pouvoirs publics, la prise en charge des retraités. Elle n'est pas tout à fait acceptable par rapport à ce que je constate. Peut-être mon frère Ismaël Gueye va revenir là-dessus, comme c'est quelqu'un qui a été secrétaire général de l'IPRES. Moi, je dois dire, si je prends mon cas pour en parler, j'ai été cadre dans une institution qui s'occupait de décentralisation. J'ai eu une carrière de près de 40 ans. À l'issue de ma carrière, la pension de retraite qui m'était dévolue ne représentait même pas 20% des revenus mensuels que j'ai percevais les dernières années de ma carrière. Je trouve que c'est faible quand même pour quelqu'un qui a servi toute sa vie, honnêtement, à essayer de faire son travail. Je me demande comment on peut, en tout cas, compenser, en tout cas, lui trouver des conditions acceptables pour vivre avec une pension qui est en deçà des 20% de ses revenus habituels quand il était en activité. Ça, c'est un constat que je fais et je sais qu'il y a des cas beaucoup plus graves encore, des personnes qui perçoivent en tout cas des pensions de retraite très, très faibles. Et si on regarde l'aspect prise en charge pour les soins médicaux, c'est très limité aussi parce que c'est l'IPRES qui s'en occupe. Et nous sommes, en tout cas moi, je n'ai jamais été à l'IPRES pour me faire soigner. J'ai été soit au niveau du privé ou bien même à l'extérieur. Mais je sais qu'accéder à ces soins, c'est déjà difficile parce qu'il n'y a pas suffisamment, je sais que c'est difficile en Afrique, il n'y a pas suffisamment, en tout cas, d'équipements de santé qui puissent accueillir les personnes, ce qui fait que c'est toujours une bousculade, c'est difficile. Et que là, très souvent, on est obligé d'aller vers le privé ou de chercher ailleurs. Maintenant, quand je regarde au niveau des familles, peut-être il y a des fois un conflit de génération. On constate que les plus jeunes ne supportent pas, c'est pas mon cas, ne supportent pas les vieilles personnes parce qu'ils n'ont plus les mêmes idées, les mêmes intérêts. Et je me rappelle toujours avec le sourire le cas de mon beau-père, quelqu'un qui a vécu plus de 90 ans, mais il a fallu qu'il s'investisse pour arriver à ça. Il travaillait dans les bureaux. Quand il a pris sa retraite, il a été s'initier au maraîchage, ce qui lui a bien réussi. Il menait sa vie comme donc il l'entendait, avait des loisirs qu'il finançait, s'occupait de sa santé. Et le fait qu'il faisait du maraîchage aussi, ça lui a beaucoup apporté au plan physique. Et cet homme, qu'est-ce qu'il disait à sa famille très souvent? Quand il quittait la maison, il lui reprochait que très souvent il bougeait, il sortait. Il leur disait, mais moi, ce que je dis ne vous intéresse pas, vous aussi, ce que vous... en tout cas,
ce dont vous discutez à longueur de journée, ce n'est pas dans le centre de mes intérêts. Je suis obligé de bouger, d'aller voir donc mes compagnons, d'aller faire du maraîchage plutôt que de rester à la maison. Vous voyez, donc, il y a un peu un déphasage, en tout cas, entre une partie de la société, les plus jeunes et les vieux. Et je trouve aussi que dans nos pays, ce serait intéressant qu'il y ait des structures qui puissent les accueillir pour les activités sociales, pour les activités sportives. Je trouve aussi que les personnes du troisième âge ont une certaine expérience à apporter. Par exemple, M. Gay le disait tout à l'heure, qu'il est consultant, Ismaël Gay. D'autres parmi nous le sont. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait un échange d'expérience avec les cadres qui sont aujourd'hui sur le terrain? Parce que chacun, selon le domaine où il a évolué, il peut peut-être, si on l'associe dans des ateliers qui réfléchissent sur des questions qui interpellent nos pays, pouvoir, en tout cas, là où il s'est investi toute sa vie durant, qu'il puisse apporter un peu structure et puis suggérer des idées. Je pense que ça donnerait, ça valoriserait un peu l'expérience des anciens. Ça leur permettrait de se rendre compte qu'ils sont toujours utiles dans leur société. Bon, toujours est-il que chaque personne retraitée devrait se définir des perspectives. Moi, ce qui m'aide beaucoup, je suis encore dans les activités associatives. J'ai des responsabilités. Il m'arrive de m'investir dans des actions. Mon beau-père, comme je vous l'ai dit, il s'est occupé toute sa vie jusqu'à plus de 80 ans. Il s'est pris en charge. Je pense que ces aspects-là sont extrêmement importants. Et si je me rappelle, une personne du Burkina est intervenue il y a quelques minutes. J'ai vu une personne du troisième âge au Burkina, peut-être qu'elle va nous renseigner concernant cette personne, qui a travaillé à reverdir une zone. Et ça a été un travail très patient qu'il a mené. Et j'ai vu des documentaires qui ont montré le travail que cette personne a réalisé. Et je pense que quand les personnes du troisième âge essaient de s'investir, elles peuvent créer des activités qui vont leur permettre de vivre encore et de vivre mieux. Merci Il faut beaucoup. Le partage intergénérationnel, évidemment, la transmission des savoirs, être là en soutien, c'est quelque chose d'important. On va laisser la parole à Monsieur Faye. Il va nous dire un peu ce qu'il pense de tout ça. Je sais qu'il nous a dit tout à l'heure que c'était donc un sujet intéressant, important. Monsieur Faye, est-ce que vous pouvez donc à ce stade de nos discussions nous donner votre avis sur ça? Est-ce qu'on peut parler de maltraitance en Afrique? Ou d'ailleurs, vous êtes connecté via Zoom avec nous depuis quel pays? Depuis le Sénégal, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, dites-nous ce que vous pensez de cela. Comment sont traités, selon vous, les aînés en Afrique et particulièrement au Sénégal? Et évidemment, on l'a rappelé, Madame Béatrice Damiba l'a rappelé pour le Burkina Faso, il faut bien faire la différence entre les seniors, les aînés qui sont donc dans les villes et puis dans les villages, c'est encore d'autres problématiques. Quelle est votre lecture des aînés au Sénégal? Très bien, je voudrais avant tout saluer l'assistance, dire bonjour à tout le monde, à mon ami et frère M. Ismaël Gay, qui a été le secrétaire général de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, et puis M. Diop. Actuellement, je suis le président du Conseil national des aînés du Sénégal, un processus sur lequel nous avons travaillé avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pendant 5 ans pour fédérer toutes les organisations de personnes âgées et parler d'une seule voix. En plus, maintenant, ma présidente Marie, parce que RIFA, je suis dedans, et l'un des rares hommes à être dedans, on n'est pas beaucoup nombreux, mais ça marche. Et il y a eu 2 projets qui ont été ficelés pour la promotion des personnes âgées, mais aussi pour les autres générations, les jeunes générations. Je crois que le sujet, j'en ai parlé, c'est un sujet d'actualité. Et ici, il n'y a rien à occulter comme... Il n'y a pas de secret. Nous vivons dans nos familles
Et au Sénégal, les 50% des ménages sont tenus par les personnes âgées. Ça, il faut que les gens le sachent. Au Sénégal, il n'y a que 25% de retraités qui sont inscrits, à peu près, hein, je dis 25%, entre l'IPRES et le FNR. Le FNR, c'est le Fonds national de retraite. Et donc, deux types d'institutions sociales pour accueillir les retraités. Par contre, maintenant, les 75% ou plus de personnes âgées se trouvent parmi les paysans, les pasteurs et les pêcheurs qu'on intègre dans le système, justement. Et c'est là que je rejoins un peu notre ami du Burkina qui parlait un peu de cette tranche d'âge qu'on a souvent, qu'on met souvent de côté, alors que il y a eu au Sénégal des études qui ont été faites sur le minimum vieillesse qu'on devrait quand même servir à ces personnes âgées-là, qui ont participé à l'économie, au développement du pays et qui ont l'expérience et l'expertise dans leur coin le plus reculé du Sénégal. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet nous parlons de maltraitance à une période où la pandémie sévit un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on sait que tous les pays ont pris des dispositions pour la résilience. Au Sénégal, il y a un programme de résilience où l'on a injecté 69 milliards, si je ne me trompe. Mais ce programme de résilience, si vous dites programme de résilience des ménages, mais c'est directement la moitié des personnes âgées qui gèrent les ménages devraient pouvoir non seulement être impliquées, mais devraient pouvoir se retrouver dans cette affaire. Je le dis souvent, hein, il faut le dire, quand on entend des musiciens réclamer de l'argent qu'on leur donne, alors qu'ils ont leur travail, leur boulot, et ils sont grassement servis. Quand on entend des mécaniciens dire, oui, bon, nous, on nous a mis au repos, il faut de l'argent, des ferrailleurs, des transporteurs, etc., et même cette couche qu'on appelle des griots, à qui on donne de l'argent. Je dis, il y a deux poids et deux mesures. Alors que les personnes âgées ne figurent nulle part. On ne parle même pas d'elles. Je dis les aînés. On ne parle même pas des aînés, ni dans les prises de décision impliquées, alors que, il faut le reconnaître, hein, le président, lorsqu'il parle des personnes âgées en conseil de cabinet 2 fois, lorsque le ministère de la Santé et de l'Action sociale tout récemment a mis en place un arrêté ministériel pour qu'on réfléchisse sur le rôle et la place des personnes âgées, je dis que c'est maintenant qu'il faut commencer. Et depuis d'ailleurs qu'il fallait le commencer, à impliquer les personnes âgées dans le processus. Les personnes âgées ne sont pas des mendiants qui tendent la main. Les personnes âgées ne réclament que leur dû. Un point, un tiré. La maltraitance commence par l'institution. La maltraitance, de mon point de vue, est d'abord institutionnelle. Parce que quand vous regardez dans nos pays en général, la répartition des services de l'État, mais les actions sociales sont partout, disséminées dans les départements ministériels. Je prends l'exemple du plan Sésame qui est dans la couverture maladie universelle, alors que le plan Sésame, quand on en parlait, ça avait une autre dimension. On l'a dépouillé de son contenu et on a pris seulement la partie médicale. Mais ce plan Sésame n'est plus dans le ministère de la Santé et de l'Action sociale, se trouve ailleurs. Ministère du Développement communautaire. Tout ce qu'on avait envisagé comme processus pour régler, voilà, une forme de maltraitance, d'autres formes de maltraitance sur les filets sociaux, quelque part, parfois personne ne sait. Merci, monsieur. Il faut... Monsieur le Président, oui. pour ce propos. Oui. Ce qu'on retient surtout, c'est que pour vous, cette maltraitance est d'abord la maltraitance faite aux aînés, est d'abord et avant tout institutionnelle. Et ça vous touche, ça vous marque. Et le fait de ne pas impliquer davantage les aînés dans les processus de décision, ça, c'est quelque chose qui vous touche et vous
travailler avec les autres. On va laisser la parole, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce propos introductif. On va laisser la parole à Jean-Marie. Jean-Marie qui est donc est gabonais. Jean-Marie, comment vivent les retraités, comment vivent les seniors au Gabon? Ben, bonjour tout le monde. Moi, je dirais que c'est un problème très vaste, hein, très large. Hein, les amis qui ont parlé avant moi ont soulevé pratiquement tous les problèmes qu'on retrouve également au Gabon. Par exemple, pour les retraités de l'État, hein, c'est sûr que ce qu'a dit M. Faye, c'est parfaitement exact. Hein, quand ils prennent la retraite, ils n'ont même pas 20% de rémunération. Donc, en fait, habituellement, les gens, les fonctionnaires, la plupart des fonctionnaires n'osent même pas rentrer dans leur village, hein, parce qu'ils ont honte de ne pas avoir assez d'argent, parce qu'en fait, quand ils rentrent comme ça au village, on dit que c'est les grands messieurs qui ont été à la capitale, les grands fonctionnaires. En principe, quand ils sont retraités, on s'imagine que c'est les fonctionnaires retraités qui vont aider tous les hommes, tous les villageois. Hein, par exemple, les inviter à manger, à prendre un petit déjeuner le matin, manger midi, le soir, comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, au Gabon, pratiquement tous les fonctionnaires, la majorité des fonctionnaires qui prennent la retraite ne regagnent pas leur village parce qu'ils ont peur. Voilà, à cause de leur minable retraite. Bon, vous avez les cadres du privé. Les cadres du privé, ils rentrent chez eux, hein, parce qu'en fait, eux, ils gagnent beaucoup d'argent déjà, et quand ils rentrent chez eux, ils vivent confortablement. Bon, vous avez les gens du village, les vieilles personnes du village, qui n'ont rien du tout. Et c'est ceux-là c'est vraiment ceux-là les plus malheureux. Bon, non seulement, comme a dit notre ami du Burkina, que les vieilles personnes sont souvent traitées de sorciers ou de sorcières, selon, mais en plus, si ces gens-là n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, et leur présence au village, elle est un peu contestée, et personne ne s'occupe d'eux. Hein, donc, c'est pour ça qu'en fait, dans des échanges que j'ai fait rapidement sur le RIFA international, j'ai signalé que nous, au Gabon, on a travaillé avec le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé et des Affaires sociales, on a travaillé avec eux. Et ça fait 3 ou 4 ans qu'on travaille ensemble, parce qu'en fait, si vous voulez, tous ces mots, tout ce qu'on reproche, c'est-à-dire la prise en charge de la personne âgée, hein, il se retrouve parfaitement dans le RIFA, hein, puisque je suis le président du RIFA du Gabon. Donc, ces problèmes, nous les connaissons parfaitement. Je l'ai écrit également tout à l'heure dans notre réseau RIFA. J'ai écrit que c'était les mêmes problèmes qu'on retrouvait dans tous les pays francophones. Moi, je ne connais pas les anglophones, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le tour de certains pays, beaucoup de pays francophones. C'est exactement les mêmes problèmes. On ne s'est jamais occupé des vieilles personnes. Mais cependant, il y a des coopérations aujourd'hui, par exemple au Gabon, il y a des coopérations aujourd'hui, par exemple étrangères, qui arrivent à construire des centres de gériatrie. Mais en fait, ces centres de gériatrie, dans un premier temps, on pense qu'il s'agit des vieilles personnes ou des personnes âgées du pays, alors qu'en réalité, c'est plutôt les hauts fonctionnaires qui vont mettre là-dedans les personnes âgées de leur village ou bien de leur famille. Ce qui fait qu'en fait, le petit peuple ne goûte pas, n'a pas accès à ces centres de gériatrie. Bon, nous avons également au Gabon également, nous sommes également portés parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent payer des EHPAD au Gabon. Là également, le RIFA, le réseau international, s'est opposé à la création des EHPAD parce qu'en fait, les EHPAD ne prennent que les gens qui peuvent payer très cher, ils coûtent très cher les EHPAD. Et dans les EHPAD, on l'a vu, par exemple, on a vu ici, moi je suis en France depuis un moment, j'ai passé le confinement en France, j'ai vu ici qu'en fait, les personnes âgées ne sont pas du tout aidées dans les EHPAD. Hein, c'est là qu'il y a eu le plus de morts, hein, que dans l'hôpital général. Et en Afrique, imaginez en Afrique, si déjà en France, pays développé, dit-on, hein, arrive à avoir autant de morts, hein, ça veut dire qu'en fait, en Afrique, ça a été vraiment là. Et heureusement que pour l'instant, ce n'est pas l'hécatombe. Mais en tout cas, ce que
comme je disais que le débat est très vaste, il est très long, mais ce que nous recommandons au niveau du RIFA Gabon, nous recommandons à ce que les personnes âgées restent dans le milieu familial. Merci. Merci beaucoup Jean-Marie pour votre témoignage, pour l'expérience que vous partagez avec nous. On n'a pas entendu encore alors le pseudonyme Technopouvoir 3. Est-ce qu'il peut intervenir? Est-ce qu'il souhaite intervenir? Ou à ce stade, ceux qui n'ont pas encore pris la parole, M. Ibrahim Abba, par exemple, qui est là plus en termes en tant qu'observateur, mais qui posait cette question et qui disait que il est presque choqué d'entendre cette question. Est-ce que là, maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de violence, une maltraitance qui est faite et qui est sourde parce que justement, on parle d'autre chose. Donc, on ne voit même pas les aînés quand on sait qu'on a une population de l'Afrique qui est très jeune. 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Donc, quand on dit ça, on dit que l'Afrique effectivement est jeune, mais l'Afrique fait partie aussi du continent où qui va compter effectivement ses seniors aussi rapidement. Ibrahim Abba, à ce stade des échanges, de cette écoute attentive que vous avez depuis le début de cette entrevue, qu'est-ce que vous retenez? Merci d'abord pour l'invitation et vous féliciter pour les 2 grands événements que vous avez eu à manager. C'est la journée de l'Afrique et la journée du 7 juin que vous avez eu à manager et que j'ai bien apprécié, j'ai eu à regarder une vidéo. Pour moi, je suis d'abord une personne ressource de RIFA et c'est un plaisir que les maris m'a fait l'honneur de me mettre comme une personne ressource de RIFA et j'en suis honoré et je pense apporter ma modeste contribution. Je voudrais quand même dire que je suis aussi membre d'organisation sociale dans ce que l'on appelle l'Université du 3e âge du Sénégal, qui est une organisation qui dépend de l'Association internationale des universités du 3e âge. Nous menons dans ce cadre-là beaucoup plus de réflexion pour des projets dans le cadre des personnes du 3e âge. M. Faye a parlé d'une étude sur le minimum vieillesse. C'est un de nos collègues qui a effectivement eu à faire, qui est sociologue, qui a eu à faire cette étude-là et sur laquelle nous sommes en train de travailler, voir ce qu'on peut faire pour améliorer effectivement les conditions. Parce que le problème, comme l'a souligné beaucoup de personnes ici, c'est nous avons des personnes qui ont eu à travailler dans la fonction publique ou dans le secteur privé et qui bénéficient justement d'une retraite, soit à l'IPRES, soit au FNR, au Fonds national de retraite. Mais ceux qui sont dans les milieux informels, ruraux, ne bénéficient pas effectivement du minimum de pension, même si au niveau de ces structures de retraite, il y a, au niveau surtout de l'IPRES, il y a des choses à faire pour renforcer les moyens des retraités. Le deuxième élément que je voulais partager, c'est que concernant la maternité, moi j'ai 2 lectures. Il y a la lecture, si l'on peut dire, de maltraitance consciente et maltraitance inconsciente. La maltraitance consciente, c'est ce que les gens ont prémédité pour essayer de faire fatiguer, de faire tort à une personne du 3e âge. Des exemples ont été donnés tout à l'heure et je pense que ça illustre bien cet aspect. Mais la deuxième est ce que moi j'appelle peut-être la maltraitance inconsciente. C'est en voulant trop s'occuper de ses parents, on leur rend parfois un mauvais service. Pourquoi? Je prends un cas qui m'est arrivé. Je m'étais eu à amener ma maman qui était du milieu rural à Dakar. Elle ne parlait pas Wolof. Et quand elle est venue, j'étais dans une cité, on fermait la porte parce qu'on allait travailler et les enfants allaient à l'école. Elle restait avec les bonnes. Mais elle en a souffert. C'est après que quelque temps, je me suis rendu constater un certain nombre d'énervements, de comportements assez particuliers à ce niveau. Et je me suis interrogé pourquoi justement ce genre n'était pas de sa personne. Et après analyse, je me suis rendu compte que dans la localité, elle allait faire le tour des amis, des parents,
tous les jours et discutait et revenait, et donc elle était à l'aise. À Dakar, parce qu'elle a fait parfois l'observation que les gens sont trop enfermés, je dirais même confinés, comme nous le sommes actuellement. Donc, il faut dire que cette dimension, en voulant trop faire plaisir à maman ou au père, parfois on ne fait pas attention à des choses qui vont à l'encontre même de leur vouloir ou de leur souhait. Le deuxième aspect, c'est au niveau alimentaire. Il arrive, il y a eu certains qui ont eu à me le partager, qu'ils ont eu à faire beaucoup d'alimentation qui n'était pas le mode alimentaire de la maman, des parents, jusqu'à leur vieillesse. Donc, en le faisant, ses parents se sentaient un peu bourrés en matière d'alimentation, et ce qui, effectivement, constituait une souffrance alimentaire pour ces parents, pour ces personnes. Je pense que ce sont des aspects qui, en voulant trop faire plaisir à ses parents, on ne rend pas un meilleur service. Je pense que c'est des questions sur lesquelles ça mérite une réflexion. Et, si l'on peut dire, la translation du milieu rural, où on avait un espace d'évolution, on vient dans les cités, on est confiné dans des appartements qui font que certains parents ne se sentent pas à l'aise par rapport à cela. Donc, c'est par rapport à ces questions que je voulais dire qu'il y a ces deux aspects qu'on doit prendre en compte. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de la pension, effectivement, ces éléments ont été constatés aussi bien au niveau de l'IPRES et au niveau du FNR. Le FNR est, si l'on peut dire, du point de vue de la rémunération en termes de pourcentage, plus élevé que par rapport à ce qui se passe au niveau de l'IPRES. Il faudrait dire quand même, en toute reconnaissance, que l'État a fait deux efforts quand même importants au niveau de l'IPRES. C'est d'abord la détaxation des impôts concernant la retraite. Et le deuxième aspect, c'est que le minimum de pension a été relevé. Ça, au moins, il y a eu un effort, bien. Cela est largement insuffisant. Je pense qu'il y a des choses à réfléchir par rapport à cet aspect. Je pense que si nous tenons compte de ça, les parents aussi, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a l'aspect social, c'est-à-dire que la personne a une vie de sa jeunesse jusqu'à la vieillesse. Il ne faudrait pas faire une rupture de vie associative ou culturelle, lui permettre d'avoir ses loisirs et continuer à vivre ses loisirs par rapport à son âge pour être à l'aise et se remémorer parfois de ses actions pour pouvoir être à l'aise du point de vue de son bien-être individuel. Voilà les éléments que je voulais. Je reviendrai sur les presse parce que j'ai quelques observations que j'aurai à partager avec M. Gueye. Je pense que nous y reviendrons dans une autre intervention. Je vous remercie. Alors, Dey Marifal, une intervention donc, au stade où nous sommes, évidemment, avec tout ce que vous avez entendu. Est-ce que, globalement, on peut résumer déjà de prime abord en disant que, oui, cette maltraitance existe bien en Afrique. D'abord, elle est institutionnelle, on l'a souvent entendu, par rapport au traitement également des retraites, des pensions, et aussi certainement à l'isolement de personnes âgées, notamment des femmes. Dey Marifal, qu'est-ce que vous avez retenu d'important et qui vous frappe particulièrement dans cet échange aujourd'hui? Je pense que la plupart des interventions vraiment nous ont apporté un éclairage, se sont complétées, que ce soit par rapport aux maltraitances du point de vue social, du point de vue affectif, du point de vue familial, du point de vue financier, et même jusqu'à ce que j'appellerais même la violence par rapport aux femmes que l'on considère être des sorcières et que l'on marginalise, que l'on met de côté, qui ne sont plus considérées comme membres du village. Parfois, c'est simplement parce que ce sont des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Ça a été leur seul tort. Et je vais juste faire une petite remarque, c'est que comme vous le voyez, ce panel a beaucoup plus d'hommes que de femmes, alors que nous savons qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le grand âge, parce que très souvent, les femmes n'osent pas se montrer en public et dire leur vécu.
Et ça fait partie peut-être des problèmes. Il faudrait que l'on puisse avoir des possibilités d'aider ces femmes, de pouvoir s'exprimer en public, de pouvoir prendre la place et la parole publique pour dire leur vécu, pour dire leurs besoins. Parce qu'il ne faut pas qu'elles se mettent toujours derrière par pudeur, par éducation, pour ne pas s'exprimer. Voilà, ça, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ce que nous sommes en train de faire là, c'est de se dire que les femmes devraient être un peu plus en avant. Et peut-être que les aînés hommes pourraient les aider un petit peu à prendre un peu plus de courage et d'estime de soi et se faire confiance pour pouvoir s'exprimer et dire leurs besoins. Parce que quand Biram dit que 50% des familles à l'heure actuelle sont en fait prises en charge par des personnes âgées, je suis persuadée que la plupart de ces 50% de personnes âgées, ce sont des femmes aussi. Béatrice Damiba. Alors, on va activer votre micro, Béatrice. Hein. Oui, ça va? Oui, on vous entend. Alors, ne bougez plus la caméra. Oui, on vous entend. En fait, je voudrais dire que, bon, c'est vrai que le thème, c'est porte sur la maltraitance des personnes âgées du troisième âge. Et on a suffisamment peut-être brossé le côté, justement, négatif. Mais quand on parle de maltraitance des personnes âgées en Afrique, comme je crois que tu le disais en introduction, on voit plutôt que bon, peut-être que le reste du monde gagnerait même à s'inspirer de ce qui se passe généralement. Parce que la personne âgée en Afrique, en tout cas au Burkina en général, est une personne respectée, considérée et à qui volontiers on prête assistance, secours en cas de maladie, en cas de même dans la rue, qu'on veut bien aider, quoi. Et on assume la responsabilité au sein des familles de prendre vraiment soin des mamies et des papis. Évidemment, avec le développement et puis l'uniformisation des choses, bon, il y a certains mots même qui nous sont venus de l'Occident, quoi. Bon, créer des centres, par exemple, ici, bon, nous, on s'est dit que c'est pas tellement intéressant pour nous de créer des genres EHPAD, je sais pas quoi, on va aller parquer des personnes âgées, bon, qui on rend visite une fois en passant. On ne vous voit pas bien, en fait. Voilà, c'est mieux. Merci. Ah, d'accord. Je pense que le modèle africain, généralement, à part bon, ce qu'on a eu à dire depuis le début de la réunion, on a montré les côtés négatifs. J'ai dit sinon, le modèle africain de prise en charge sociale, communautaire des personnes âgées devrait au contraire inspirer d'autres sociétés dans d'autres pays, quoi. Parce que au sein des familles, on assume les responsabilités de s'en occuper. J'ai vu que jusque-là, on a beaucoup mis l'accent sur les retraités, les personnes qui ont une pension. Bon, moi, je considère que malgré l'insuffisance de retraite, et c'est le cas au Burkina Faso, on est obligé de faire d'autres activités pour pouvoir continuer de vivre, de tenir un peu un certain niveau de vie. Donc, malgré cela, je pense que les personnes retraitées en Afrique sont même des personnes privilégiées par rapport au reste des personnes âgées qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu de salaire, qui ne peuvent même pas compter sur une retraite. Oui, je disais qu'on n'a peut-être pas effectivement mis l'accent suffisamment sur ce travail informel en Afrique. Oui. Et penser aussi, c'est une question aussi qu'il faut soulever, les EHPAD comme c'est comme construit effectivement en Occident, c'est pas un modèle qui conviendrait à l'Afrique, quoi.
Non, il ne faut surtout pas importer ça ici. Au contraire, je pense qu'il faut continuer à encourager les familles à prendre soin de leurs personnes âgées. Après tout, tout le monde passerait par là. Hein. Ils n'aimeraient pas être laissés à l'abandon. Moi, j'ai vécu pas mal d'années en Europe où je voyais des personnes âgées qui déposaient une liste dans l'ascenseur pour que leur fille ou leur fils viennent prendre la liste pour aller faire les courses, venir déposer dans l'ascenseur et appuyer le bouton pour que ça monte. Sans compter toutes ces personnes qui meurent et qui, dans leur maison, et qui sont découvertes des mois, parfois même des années après. Ça veut dire que personne n'était même plus au courant de leur existence. Je pense que c'est des choses qui, malgré tout, ne peuvent pas arriver ici en Afrique. Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Diop, Monsieur Gay, vous avez donc la parole. Je salue au passage mon ami le président Bianfay, que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai eu à travailler au sein de l'IPRES au niveau de l'association des retraités, le président de son association. Donc, je voulais rebondir un peu sur l'intervention de M. Diop, qui avait noté un peu la faiblesse des pensions servies par l'IPRES et qu'il n'arrivait pas à comprendre qu'il puisse gagner 20% de son revenu d'activité. En fait, le problème fondamental, c'est qu'il y a, sur le plan technique, deux aspects. Il y a le salaire sur la cotisation, c'est un plafond défini par l'IPRES et qui ne prend pas en compte tout le revenu du travailleur. Par exemple, aujourd'hui, les pensions sont indexées sur la base du régime général d'un niveau de salaire mensuel de 360 000. Si vous gagnez au-delà de 360 000, le différentiel n'est pas pris en compte dans votre liquidation des droits de retraite. Ce qui pose le problème du déplafonnement partiel ou total du salaire pour qu'on puisse prendre en chose. Aujourd'hui, le revenu mensuel tourne autour de 1 million sur lequel on applique les taux de cotisation. Mais nous constatons que beaucoup de cas du secteur privé, parce que l'IPRES gère le secteur privé, le travail du secteur privé un peu du secteur public et parapublic, les privés, les cadres gagnent au-delà de 1 million, 2, 3 millions, ce qui fait que leur pension est calculée sur la base de 1 million. Donc, le différentiel de 1 ou de 2 millions qui existe entre le salaire soumis à la cotisation et le revenu réellement perçu, c'est ça le problème. C'est qui fait que si on calcule sa pension par rapport à son revenu total, on a une déception. Mais par contre, si aujourd'hui le niveau de le revenu actuel est calculé sur la base du salaire soumis à la cotisation, nous avons presque 50% du revenu de pension servie. Ce qui fait que les pensions calculées sur la base de mon revenu total ne correspondent pas à réellement ce que je gagne. Donc, la problématique a été posée au niveau du conseil d'administration qui est en train de discuter sur le déplafonnement total des salaires pour qu'on puisse prendre en compte tout le revenu du travailleur. Ce qui aurait permis de relever le niveau des pensions. Bien que des efforts importants ont été quand même fournis par le Conseil, dans les 5 dernières années, les niveaux de pension ont augmenté de plus de 50%. Il y a eu aussi la mensualisation des pensions, parce qu'avant, les pensions étaient payées de façon trimestrielle. Aujourd'hui, on est en train de payer la pension de façon mensuelle. Il y a aussi, sur la prise en charge médicale, le conseil d'administration a pris la responsabilité de prendre en charge gratuitement tous les retraités, plus leur famille, ce qui n'est pas reconnu dans les textes de l'IPRES. Mais parce que constat a été fait que les travailleurs du secteur privé particulièrement ont une couverture médicale durant toute leur activité, durant toute leur vie professionnelle. Au lendemain de leur retraite, ils se retrouvent sans couverture médicale.
Donc, l'EPRES a tenu à offrir une prestation en nature dans ce domaine-là, en finançant le centre médico-social et en l'ouvrant dans toutes les régions du Sénégal, avec prise en charge gratuite et totale. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est un coût important, et ça prend en charge non seulement le retraité ou la retraitée, ses enfants mineurs jusqu'à 21 ans et son conjoint. Donc, c'est des efforts importants qui ont été faits pour pouvoir permettre à retraités d'avoir une reconversion plus ou moins convenable. Mais ça ne justifie pas les pensions, c'est juste une explication que je donne. Merci beaucoup. Maintenant, je vais revenir aussi un peu sur la reconversion des retraités, parce que ça aussi c'est important, parce que généralement, on ne s'occupe de sa pension réellement que quand on est à la retraite. Tant qu'on est en activité, on se dit c'est bien, on va s'en occuper, mais une fois arrivé à la retraite, ça fait un choc que nous recevons, parce qu'il y a une transition qui n'a pas été bien gérée. On se retrouve avec un revenu de 2 500 000, 3 millions par mois, et tout d'un coup, le mois suivant, on se retrouve avec une pension maximale de 500 000, 600 000 par mois. Donc, le choc est important, parce que de façon factuelle, je l'ai vécu, je l'ai vu, et on constate vraiment un changement moral et physique de la personne qui voit ce changement brutal de sa vie et qui fait qu'il se retrouve dans une situation sociale assez difficile. C'est pour ça que moi, je suis en train de réfléchir avec quelques amis sur la façon de repenser la retraite et de la préparer. Et qu'on n'attende plus qu'on aille à la retraite pour demander qu'est-ce que je dois faire demain. J'apprécie beaucoup le beau-père de M. Diop qui a pu se reconvertir au lendemain de sa vie active. Mais je pense que nous devons commencer à réfléchir à voir comment préparer sa retraite quand on est en activité, mais pas quand on est à la retraite. Donc, ce qui fait que je suis en train de réfléchir avec des amis, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse voir ensemble comment, à partir d'un certain âge, à partir de 55 ans, comme aujourd'hui la retraite est à 60 ans, de 55 ans, qu'on commence au moins à préparer ceux qui n'ont pas passé à la sortie et au changement de vie. Parce que j'estime qu'il n'y a pas de retraite, il y a juste un changement de mode de vie et un changement d'occupation. La retraite, comme je le dis, c'est un contrat de travail qui arrive à un âge, mais aujourd'hui, physiquement, psychologiquement, moralement, nous sommes des hommes et des femmes qui continuons à faire d'autres activités adaptées à notre environnement que nous créons ensemble. Donc, voilà un peu la petite contribution que je voulais apporter sur ce point-là, tout en rappelant que la maltraitance, elle est multiforme. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, pour les personnes, quand nous payons les personnes le paiement à domicile, nous constatons des situations sociales dramatiques où les retraités ne sont pas considérés dans leur famille, où ils sont là juste pour la pension. Dès que nous le payons, les enfants récupèrent la pension. Il y a des retraités qui sont obligés de s'organiser pour prendre un taxi et venir se faire payer et rentrer chez eux. Sinon, ils ne toucheront pas la pension. Et ça, c'est des situations dramatiques qu'il faut reconnaître. Il ne faut pas se cacher il faut pas se voiler la face. Il y a des situations dramatiques que vivent les retraités au Sénégal. Particulièrement, c'est ceux qui sont gérés par notre institution. Merci. Merci beaucoup pour ce discours de vérité. Alpha Amadou Tchekou Diop, vous avez la parole. Monsieur Faye aussi, Marie également. On va en faire le tour d'horizon pour conclure. Effectivement, les discussions sont passionnantes, mais c'est vrai que l'heure tourne. Merci Mélina. Je pense que tout ce que nous venons d'entendre va vraiment nourrir de manière positive le sommet des aînés que nous préparons et qui se tiendra à Dakar au mois de février prochain, Inch'Allah. J'espère que tous ceux qui ont contribué aujourd'hui feront partie des panélistes et pourront effectivement nourrir les débats afin qu'on arrive à des solutions, parce que il est agréable de savoir que Youssou Gueye est en train de réfléchir sur la manière de
d'améliorer la situation des retraités, aussi bien du point de vue des prestations offertes par l'IPRES que du point de vue de la préparation des aînés fonctionnaires ou qui travaillent à la retraite. Mais en même temps, évidemment, il faut penser à la majorité, qui sont ces personnes âgées qui n'ont jamais eu un travail rémunéré ou un contrat de travail, mais qui contribuent quand même à leur propre niveau, à leur famille et au développement de leur pays. Nous savons que l'informel est le secteur le plus important dans la plupart de nos pays en Afrique. Alors, je remercie évidemment toutes les panélistes qui ont pu nourrir ce débat. Et ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un départ, parce qu'il faut vous dire que nous, dans les prochains mois qui nous attendent jusqu'au mois de février, il nous faut préparer le sommet et le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Donc, ce mois se tiendra au Sénégal. Et évidemment, il est divisé en 4 blocs d'une semaine. La première semaine sera sur la spiritualité et les croyances africaines. Le deuxième bloc, ce sera sur le tourisme culturel et cultuel. Troisième bloc sera sur la connaissance des Afriques dans ses diversités. Et la quatrième semaine, quatrième bloc, sera le sommet des aînés avec un salon. Et ce salon devrait pouvoir nous permettre de voir ce que Youssou Gueye nous propose, c'est de préparer la retraite, c'est de voir quelles sont toutes les potentialités qui existent pour les aînés, aussi bien du point de vue de complément de retraite en ce qui concerne les assurances, que du point de vue de prendre soin de soi en ce qui concerne les salons de beauté, le massage, etc., le sport, les activités récréatives, ou même le tourisme, et essayer de voir un tourisme plus intra-africain et ce qu'on appelle en fait, ce qu'on appelle maintenant la silver economy, parce que évidemment, l'économie ou les économistes n'attendent pas, ils avancent quand ils voient un phénomène, et le phénomène du vieillissement est un phénomène durable, dans le sens où tant qu'on fera des enfants, il y aura des vieux. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'OMS a mis en place la décennie du vieillissement en santé donc 2020 à 2030. Alors, je pense que nous sommes partis sur le bon chemin et je suis heureuse de constater que nous avons un certain nombre de choses, d'éléments, de contributions très substantiels et qui nous permettront évidemment à terme d'arriver à parce que le plaidoyer est important, à pouvoir faire un plaidoyer auprès de nos États afin que les choses puissent changer et de donner un avenir meilleur aux aînés qui pourront vivre et mourir, vieillir et mourir en dignité. Oui, très rapidement, c'est donc pour vous remercier de cette initiative et dire que le tableau n'est pas tout à fait totalement noir. Il y a des aspects positifs. Il ne faut pas qu'on oublie d'en parler pour que ces aspects-là puissent être préservés dans le futur. Je pense que M. Ba, Ibrahim Ba, en a parlé très rapidement en parlant de sa maman qu'il a rapprochée de chez lui et puis il a compris que ce n'était pas son bonheur, qu'il fallait trouver autre chose. Je crois qu'il y a ce souci dans notre pays que l'on constate et que peut-être c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, que les personnes du troisième âge ne sont pas tout à fait abandonnées. Peut-être il y a des cas particuliers, mais dans l'ensemble, nos religions incitent à s'occuper des vieilles personnes par reconnaissance et aussi
pour l'accomplissement d'un devoir spirituel. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante qui permet un peu de stabiliser, d'arriver à des solutions qui ne marginalisent pas totalement ces personnes qui sont une composante importante de nos sociétés. Donc, si j'ai insisté aussi sur les aspects matériels, il faut constater que dans nos pays, très souvent, la force de nos pays, cette jeunesse-là, elle n'est pas employée. Elle a des difficultés pour accéder à l'emploi. Et la plupart des foyers, ce sont les personnes du troisième âge qui continuent d'assurer, en tout cas, l'intendance tous les jours que Dieu fait. Je voulais donc, en gros, conclure sur ces aspects-là, dire que tout n'est pas négatif. Il y a cette spiritualité-là qui insiste les jeunes à s'occuper de leurs parents, et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais il y a la nécessité aussi que nos économies, on a en tout cas à faire en sorte que la jeunesse pure et l'heureux. Parce que l'essentiel de nos populations, c'est des populations jeunes qui sont complètement, en tout cas, la plupart au chômage. Et c'est les personnes du troisième âge qui sont obligées, en tout cas, d'assurer la continuité de cette intendance-là. Voilà ce que je voulais dire en gros et remercier vraiment les initiateurs, Madame Sow et Madame Linda, et puis remercier l'ensemble des panélistes que j'ai trouvés ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diop, Monsieur Faye, Monsieur Ba, Jean-Marie, vous avez la parole. Il faut activer votre micro. Jean-Marie, on ne vous entend pas. C'est bon, on vous entend. Et là, ça va? Allez-y, Jean-Marie. Oui. Ça va mieux? Oui, on vous entend. Voilà, je voudrais dire que, en fait, il y a un encouragement à ce qu'on a dit, à notre journée d'aujourd'hui. Et je voudrais conclure donc en demandant à tous les troisième âges du monde entier, de l'Afrique entière, de s'organiser et de s'unir, parce qu'en fait, ce troisième âge constitue une grande force de proposition et d'expertise. Je prenais un exemple récemment, certaines écoles au Gabon ont manqué d'enseignants. Nous avons donc trouvé des remplaçants au sein de notre association. Donc, en fait, je voudrais dire que le RIFA offre ce cadre aujourd'hui pour les gens encore en activité à partir de 45 ans, de venir au sein du RIFA pour pouvoir s'informer sur leur devenir en retraite. Et que si le troisième âge pouvait s'organiser et s'unir, qu'il soit conscient de sa force, et je pense qu'on peut renverser les montagnes. De toute façon, tout n'est pas négatif. On peut redresser la barre si on s'organise et si on s'entend bien au sein d'une organisation qui est comme le RIFA. Merci. Voilà, c'était ce que je voulais dire en conclusion. Merci beaucoup, Jean-Marie. Monsieur Faye, monsieur... Moi, je voudrais dire un mot. Oui, allez-y. Allô? Allez-y. Oui, bon, c'est vraiment saluer l'initiative de la rencontre d'aujourd'hui, qui, au-delà du fait qu'elle permet de créer, de renforcer le réseau, de créer un réseau entre les personnes âgées de diverses organisations à travers l'Afrique, et grâce aussi à la technologie, ce qui est la preuve que même du troisième âge aujourd'hui, on peut être à la page. Et bien oui, voilà. Absolument. Et voilà, il faut le saluer. Et c'est très important qu'en effet, nous puissions multiplier ce genre d'échanges-là. À défaut de pouvoir nous réunir autour d'une table, c'est aussi valable. Et comme l'avait dit un écrivain africain, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais aujourd'hui, avec nous, je pense que on peut mourir sans inquiétude. Bon, c'est pas que je vais partir maintenant, hein. Bon, non. mais sachant que tous ces débats, tous ces échanges vont laisser des traces en fait pour les générations à venir. Ce n'est pas comme avant où bon, il n'y avait pas ces technologies, il n'y avait pas l'écriture, il n'y avait pas, tout se transmettait de façon orale. Mais là, avec les supports, je me dis que il faut qu'on fasse l'impossible
pour les années qui nous restent à vivre, afin de pouvoir justement laisser un matériel instructif et éducatif pour les générations à venir. Donc vraiment, je pense que cette chaîne est créée, il faut la renforcer et pourquoi pas effectivement les troisièmes âges du monde entier à travers, je ne sais pas, Personnes âgées sans frontières, par exemple, pour échanger nos expériences et nos vécus, voilà, et mourir plus heureux, voilà. Merci beaucoup, Béatrice Damiba depuis le Burkina. Monsieur Ba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mélina. Je pense que je voulais dire que par rapport aux effets de maltraitance, il y a aussi l'urbanisation. Je pense que le fait de ne plus avoir le grand espace fait que nous sommes tous confinés dans des appartements qui ne répondent pas aux normes que nos personnes âgées avaient l'habitude de vivre. Donc, ça constitue une contrainte supplémentaire psychologique qu'ils ont à vivre. Deuxième élément, c'est peut-être beaucoup plus de suggestions. D'abord, il faut reconnaître que l'État a pris une décision au mois de mai, c'est de faire remonter pour certains secteurs, le secteur surtout de la santé, l'âge de retraite. Maintenant, c'est 65 ans pour ces secteurs-là. Donc, ça montre qu'il y a un besoin de requalification des personnes du troisième âge dans le système, effectivement, de la nomenclature de la retraite dans nos pays. Troisième élément, c'est par rapport à l'IPRES. Ils ont démarré, ils travaillent sur des paiements qu'ils font à partir du 15. Je comprends, c'est des problèmes de gestion des flux. Mais le problème, c'est que nous avons maintenant de nouveaux outils qui constituent, par exemple, le paiement par monnaie. Au lieu que la personne se déplace jusqu'à la poste pour recevoir, est-ce qu'il ne faut pas trouver, je pense que peut-être ils sont déjà dans ce discours, parce qu'en décembre, ils ont eu à mettre des cartes biométriques. Je ne sais pas si ça peut servir à cela pour éviter l'engorgement surtout au niveau des bureaux de poste. Je pense que ça peut aider effectivement à éviter l'engorgement qu'en bref, c'est déjà un élément de souffrance. Vous allez à la poste pour certaines personnes qui ont des pensions de certains montants, vous êtes horrifiés, ils viennent très très tôt à presque 5 heures du matin pour faire le rang, pour pouvoir percevoir des sommes modiques. Et c'est une souffrance, je pense que l'IPRES doit prendre en compte. Je pense que le paiement par paiement électronique peut aider à régler cette question. Le dernier élément, c'est pour taquiner mon parent de l'IPRES, c'est M. Day. Je voulais dire que je vous montre ma carte. La carte IPRES ne me semble pas valorisante pour une personne du troisième âge. C'est-à-dire que je dis, du point de vue de la communication, vous donnez une image, l'IPRES donne une image, me semble-t-il, négative pour une personne du troisième âge. Je pense qu'il y a lieu de revoir en matière de communication, est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir une image beaucoup plus valorisante pour une personne du troisième âge? Voilà ce que je voulais y rajouter. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces contributions positives. Et évidemment, c'est l'intergénération qui va encore prendre forme pour vous aider à faire une maquette pour une nouvelle carte, si le président veut bien. Voilà, merci beaucoup pour tout cela. Merci pour ce que nous pourrons faire ensemble. Ça fait plaisir de voir effectivement tous ces aînés, tous ces seniors connectés. Ça fait plaisir d'échanger avec vous et j'espère que vous qui avez regardé, qui avez suivi avec intérêt cette discussion, vous en savez davantage. Alors, bien sûr, faut pas, tout n'est pas négatif en Afrique concernant ce sujet important, maltraitance donc des aînés en Afrique, sujet tabou ou pas. Alors, on l'a vu dans cet entretien, ce n'est pas un sujet tabou, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent sous silence. Oui, il y a de la maltraitance, c'est une maltraitance institutionnelle, c'est une maltraitance aussi qui ne dit pas son nom, qui est parfois sourde. On a évoqué un certain nombre de choses dans cet entretien, mais il y a cette solidarité malgré tout, cet art de vivre à l'africaine, cet art de vivre de façon africaine qui permet
aux plus jeunes de prendre soin de leurs aînés, mais il ne faut pas nier que les difficultés sont bien réelles. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous nos panélistes, nos invités. Merci, Mélina.